Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler de la conférence d'Apple qui s'est tenue à Cupertino début de semaine. Pas mal de nouveaux produits, évidemment les nouveaux iPhone 16. Je vais vous donner un petit peu mon avis aujourd'hui. Certes après tout le monde, mais j'ai pris le temps à ce que mes réflexions mûrissent un petit peu pour que je puisse vous donner déjà un avis un petit peu tranché. Alors c'est clairement pas la conférence Apple qui m'a le plus marqué. On se retrouve quand même avec des nouveautés assez fragiles, notamment sur certains produits et des prises de parti de la part d'Apple que j'ai pas spécialement compris. On va aborder les premiers produits qu'ils ont présentés avant de surtout s'attarder sur les iPhone 16 qui est ce que j'imagine le produit qui vous intéresse le plus. Pour ce qui est des Apple Watch, on a sur la série 10 des petits changements qui sont quand même assez intéressants sur le modèle de base. On a un boîtier qui est maintenant disponible en titane, un nouveau coloris noir brossé pour l'aluminium qui donne un petit peu cet effet brillant qu'on avait parfois sur les modèles en acier inoxydable, donc ça vous permet d'avoir cet effet là mais en payant le modèle bien moins cher puisque ça reste le modèle basique en aluminium. Un boîtier qui est plus contenu, plus léger, plus fin et avec un écran sur le modèle de base maintenant de 42 mm, ce qui est la taille en fait des grands modèles des premiers Apple Watch, cette fois-ci par contre sur le petit, donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Ça peut paraître assez anodin, mais réussir à affiner un produit comme ça et surtout à le rendre plus léger tout en augmentant la taille de l'écran, c'est quand même assez game changer sur un produit que vous gardez tout le temps au poignet, même quelques grammes lors d'efforts sportifs etc, ça peut faire la différence. Cette Apple Watch série 10 via ses capteurs permet notamment maintenant via un procédé médical qui a été reconnu, qui a été agréé, la détection d'apnée du sommeil, donc ça c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est finalement un apport qui est cohérent dans le sens où on a beaucoup de personnes dans le monde qui ne sont même pas conscients de faire de l'apnée du sommeil, donc évidemment ça ne reste pas un examen médical, mais là c'est pareil sur tous les données de santé que peut fournir une Apple Watch, c'est un indicateur qui devra être confirmé bien entendu derrière par un médecin, mais du moins c'est quand même pas mal parce que si ça vous prévient que vous faites potentiellement de l'apnée du sommeil, vous derrière ça vous permet de prendre des mesures et directement d'aller voir un médecin pour faire un diagnostic et pourquoi pas apprendre que vous l'avez. Donc c'est toujours plus rassurant. L'Apple Watch devient quand même un partenaire de santé de plus en plus complet au fur et à mesure des années. On a l'oxygène dans le sang, on a les battements cardiaques, le détecteur de chute, maintenant l'apnée du sommeil, tout un suivi qui est vraiment pas mal également pour les filles au niveau de leurs règles. Donc c'est vrai que ça devient un compagnon qui est assez sympa et qui finalement va de pair avec la mise à jour qu'on a pu avoir sur les AirPods Pro 2 qui permet notamment maintenant de faire des tests au niveau de votre audition, voir à quel point vous entendez bien ou mal. Et pareil, ça a été cliniquement vérifié et validé par des médecins. Donc ça, je trouve ça quand même pas mal. Ça permet de pouvoir faire une petite batterie de test au quotidien. Faut pas le voir non plus comme une angoisse permanente où on n'a pas envie de recevoir une notification comme quoi on a un problème de santé. C'est sûr qu'on n'a pas spécialement envie de l'avoir, mais ça peut être une aide assez précieuse pour pas mal de personnes. Je vais pas m'attarder très longtemps sur l'Apple Watch Ultra. On n'a pas eu de modèle 3 cette année. A priori, Apple a envie un petit peu de freiner le rythme sur cette Apple Watch là. Il va peut-être rentrer dans la case des produits qui seront peut-être pas renouvelés tous les ans. Typiquement, une Apple TV n'est pas renouvelée tous les ans. Donc ça peut faire sens dans l'idée où finalement l'Apple Watch Ultra est déjà une montre qui est très aboutie dans son domaine et que de toute façon les plus gros sportifs, les plus gros aventuriers vont aujourd'hui malheureusement toujours se tourner vers des montres telles que Garmin par exemple. Je trouve pas ça déconnant après de maintenir le même prix, surtout sur une Apple Watch qui ne suit pas au niveau des performances parce qu'elle garde la puce de l'année dernière et ne passe pas sur la S10 qui est incorporée dans les Apple Watch série 10. Donc ça c'est un petit peu dommage. À la place ils nous ont proposé un coloris noir mat qui est certes très joli avec un bracelet maillé qui est aussi certes très joli, mais pas d'effort au niveau du prix, ce que je trouve un poil dommage. Je pense que sur certains sites de toute façon au niveau du Black Friday ou quoi, on trouvera des remises sur le modèle déjà de l'année dernière avec les coloris plus basiques. Au niveau du casque d'Apple, les AirPods Max, on a eu un upgrade mais vraiment très léger. On garde la puce H1, pas de nouveauté à ce niveau-là, rien n'est changé. Tout ce qui a été apporté, c'est des nouveaux coloris, avec la suppression du coloris argent, ce qui est quand même pas mal dommage, et l'arrivée du port USB-C qui, certes, était quand même important. Forcément, vous vendiez encore un casque en Lightning avec des iPhones qui étaient passés depuis l'année dernière en USB-C, donc ça, c'était pas très cohérent. Donc aujourd'hui, on passe sur l'USB-C, mais ça fait 4 ans qu'on attend une vraie mise à jour de ce casque, et puis on l'a pas eu, on a juste eu le droit à un nouveau port.
quand même assez décevant là-dessus. Par contre, sur les AirPods 4, Apple a fait quelque chose de très intéressant en proposant des écouteurs non intra-auriculaires. C'est des écouteurs ouverts où vous n'avez pas un embout en caoutchouc qui va venir rentrer dans vos oreilles. Donc ça, en fait, un embout en caoutchouc, c'est ce qui va venir faire ce qu'on appelle une isolation passive du son. Ça va déjà venir boucher les sons que vous avez à l'extérieur et en plus de ça, on va venir mettre une réduction de bruit active en plus de la passive pour venir vraiment tout couper. C'est ce qu'ils utilisent par exemple sur les AirPods Pro depuis le premier modèle. Cette fois-ci, Apple, avec la puissance de la nouvelle puce incorporée dans les AirPods 4, permettre, malgré que les écouteurs ne soient pas intra-auriculaires, de pouvoir proposer une réduction de bruit active comme proposé sur les AirPods Pro, certainement en bien moins performant. Ça va pas venir aussi bien annuler que des écouteurs qui ont réellement quelque chose qui vient boucher le conduit auditif, mais cependant c'est quand même très intéressant et je pense que ça peut proposer des résultats vraiment bons sans forcément pouvoir couper le bruit des personnes qui vont venir parler autour de vous, mais déjà pas mal réduire les bruits de frottement, de craquement que vous pouvez avoir dans des transports en commun, dans le métro, dans l'avion, tout ce qui va être bourdonnement, etc. Je pense que ça peut être assez bien supprimé, à tester. Donc ça, c'est proposé à 149 € sans la réduction de bruit active, 199 € avec la réduction de bruit active. Je pense que ça peut vraiment être pas mal, à voir si je vous les testerai sur la chaîne, mais c'est un produit qui m'intéresse personnellement. Et puis, terminons cette vidéo par bien évidemment les iPhone 16. Bon, on va pas se mentir, c'est pas clairement les innovations les plus attendues qu'on a eues. On pouvait s'attendre à pas mal de choses. Ça reste une amélioration bonne à prendre des iPhone 15 qu'on a eu l'année dernière, mais qui était clairement plus en rupture avec les iPhone 14 plutôt que cet iPhone 16 qui, je le trouve, est un peu à l'époque, comme on aurait pu dire, un iPhone 15S peut-être. Donc au niveau de la gamme normale, on a un repositionnement au niveau des caméras qui sont remis à la verticale comme ce qu'on avait pu avoir avec les iPhone 12, 11. C'est pas un choix esthétique, Apple a fait ce choix-là pour permettre justement de faire des photos et des vidéos spatiales compatibles avec le Vision Pro. Encore faut-il lâcher 4000 € dans le casque de Apple. Voilà, bon certains le verront comme un changement esthétique. Au moins ça fait un peu de changement, c'est pas trop mal. On a par contre pas mal de nouveautés aussi sur la partie photo, pas vraiment au niveau des capteurs. On garde un 48 millions de pixels sur le grand angle de 24 mm et le 13 mm de 12 mégapixels qui, celui-ci cependant, permet désormais même sur la gamme normale de faire des photos en macro et bénéficier d'un autofocus, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on aura des résultats certainement un petit peu plus nets. Non, les vraies nouveautés, en fait, elles vont se situer au niveau du bouton caméra contrôle. Donc c'est un petit bouton haptique qu'ils ont positionné sur la tranche droite de l'appareil. Ça va vous permettre de déclencher des photos, d'ouvrir l'application photo très rapidement et d'également pouvoir venir faire des manipulations, changer l'ouverture en mode portrait, pouvoir zoomer, dézoomer dans votre photo et un tas de fonctionnalités qui fonctionnent via le tactile et un retour haptique comme ce qu'on avait par exemple sur les boutons Touch ID. Donc ça c'est quand même vraiment pas mal. Je suis assez étonné qu'il l'ait incorporé sur la gamme normale parce que c'est vrai qu'on peut se dire que c'est peut-être plus adapté aux fonctionnalités d'un iPhone Pro. Ils l'ont mis aussi sur la gamme normale, j'ai envie de vous dire tant mieux. Ceux qui n'auront pas envie de débourser le prix des iPhone Pro pourront quand même en bénéficier. Donc c'est vrai que l'incorporation d'un bouton action sur la gamme normale, c'est pas spécialement un game changer, c'est pas une fonctionnalité qui va vous changer clairement la vie, mais de toute façon le petit bouton commutateur qu'on avait entre silence et son, c'était pas vraiment une fonction. Donc de toute façon le bouton action peut toujours être utilisé pour cet usage-là, mais vous allez pouvoir lui attribuer beaucoup d'autres actions, le traducteur instantané de l'application Traduire, pouvoir ouvrir une application en particulier, rajouter un shortcut qui vous permet d'avoir des multitudes de possibilités. Donc c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de vous dire. Donc plutôt bon point pour ce bouton action. Au niveau de l'écran, il y a des petits changements. La luminosité maximale qui monte un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de grosse différence par rapport à l'année dernière. Cependant, la luminosité de l'écran peut descendre bien plus bas. On peut descendre à 1 nit en basse lumière. Donc ça, c'est aussi pas mal. Ça veut dire, voilà, vous n'allez pas forcément vous flinguer les yeux quand vous êtes dans le noir total. Que ce soit pour les iPhone 16 ou les modèles Pro, le MagSafe a été revu. C'est compatible charge rapide Qi 2. Donc maintenant, le MagSafe est compatible jusqu'à une charge en 25 watts, ce qui est exactement la même chose qu'en charge filaire. Donc que vous utilisez le MagSafe ou le filaire basique en USB-C, votre iPhone chargera à la même vitesse. Je vous laisse à l'écran les nouveaux coloris disponibles sur ces iPhone 16. On a des coloris qui sont beaucoup plus flashy que les teintes très pastel qu'on avait eu sur les iPhone 15, qui avaient pourtant pas mal plu. Au moins ça fera un peu de changement. Les couleurs sont assez jolies. Je trouve que le vert est vraiment très sympa. J'ai oublié le nom qu'ils lui ont donné. C'est un nom un petit peu particulier, mais en tout cas le coloris vert a l'air très joli. Pour les iPhone 16 Pro, pareil, je vous laisse les couleurs à l'écran. On a toujours le titane blanc, le titane noir, le titane naturel et maintenant le titane sable qui ressemble beaucoup
beaucoup finalement au titane naturel, mais avec voilà, une couleur un petit peu plus bronzée. Moi pour ma part, j'ai déjà commandé mon modèle Max en titane blanc. J'ai hâte de le recevoir, hein, une livraison courant 20 septembre, donc à ce moment-là je pourrais vous faire un petit unboxing et puis je me laisserai 2 semaines, un mois pour vous le tester. Au niveau des nouveautés, il y en a quand même un petit peu plus sur les modèles Pro. Bon, je vais pas me répéter, le caméra contrôle qui arrive également. Pour le capteur ultra grand angle, également des nouveautés sur les modèles Pro, notamment l'arrivée d'un capteur de 48 mégapixels. Donc c'est vrai que l'ultra grand angle, je l'avais déjà dit l'année dernière sur mon test de l'iPhone 15, c'est un capteur que je trouvais vraiment délaissé par Apple depuis 2-3 ans facilement. Il n'y avait vraiment pas d'évolution et lorsque j'avais testé le 15 Pro Max l'année dernière, j'avais clairement souligné qu'il y avait une différence de qualité assez notable entre l'ultra grand angle et les autres capteurs qui étaient vraiment excellents. Le x5 et le grand angle normal étaient vraiment très très bons. L'ultra grand angle n'était pas terrible et personnellement c'était jamais un capteur que je venais utiliser, donc j'ai hâte de voir en 48 millions de pixels ce que ça va donner. Ça permet de faire du pixel binding et ce genre de choses que Apple fait déjà depuis 2 ans avec le grand angle, donc je pense que les résultats seront quand même beaucoup plus sympas. Et mon Dieu, en vidéo, Apple qui fait le choix de ne pas mettre de la 8K comme Samsung peut le faire depuis 4 ou 5 ans, mais de mettre de la 4K 120 fps. Et quand on voit les fonctions que Apple propose en vidéo, filmer sur SSD externe, filmer en ProRes log non compressé, filmer maintenant en 4K 120 images secondes, mais c'est du pur bonheur. On va pouvoir faire des vidéos avec cet iPhone 16 Pro Max qui vont vraiment avoir de plus en plus un rendu cinéma. Moi j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Je vous ferai une vidéo certainement un petit peu cinématique dans mon test, histoire de tester un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des iPhones. Alors c'est vrai que pour l'iPhone 16, j'en ai pas parlé. Aujourd'hui on est sur la puce A18, renouvellement de puce qui permet de faire tourner notamment Apple Intelligence. Je vais pas vraiment en parler aujourd'hui parce que de toute façon ça va pas arriver avant janvier-février en France. Certains parlent d'un problème de législation. Pour moi ça n'a rien à voir avec ça. Google et Samsung ont pu le sortir. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que Google et Samsung sur leur IA générative qu'ils ont incorporé dans leur smartphone, c'est de l'IA qui fonctionne sur des serveurs. Ça tourne pas en local directement sur les Pixel et les Samsung Galaxy. C'est des actions qui sont complètement déportées sur des serveurs de Samsung et de Google. On sait pas vraiment comment les données sont traitées chez eux. Il n'y a pas vraiment de communication à ce niveau-là. Alors que chez Apple, à 90%, toutes les actions que vous allez demander vont tourner en local. Il faut bien se rendre compte que ça demande une puissance absolument phénoménale. Et je pense surtout que Apple, qui le déploie d'abord uniquement aux États-Unis, c'est pour se laisser 2-3 mois pour venir corriger les défauts que ça peut occasionner et de peaufiner encore un petit peu ce qu'ils vont venir sortir au niveau d'Apple Intelligence avant de le déployer au Japon, en Europe, en Chine, etc. Parce qu'il faut se rendre compte quand même que c'est une petite prouesse. Les tâches d'IA générative demandent une puissance dingue et c'est pour ça que la plupart des constructeurs vont venir le déporter sur des serveurs. Apple sont les seuls à faire tourner la majorité de leurs actions en interne et on n'aura voilà, qu'une minorité d'actions qui vont être déportées sur des serveurs d'Apple, mais qui ont pourtant bien communiqué sur le fait que ce seront des données privées et qu'il n'y aura pas d'échange de données personnelles avec Apple au niveau de ces échanges de données sur les serveurs. Voilà, c'est un petit peu compliqué. On verra ce que ça donne au moment où ça arrivera en France. J'ai quand même hâte de tester. Je pense que ça va quand même pas mal métamorphoser la façon dont on va utiliser notre iPhone et ça permettra aussi d'aligner Siri sur les performances d'un Google Assistant par exemple, parce que depuis quelques années Siri est complètement largué. Donc hâte de voir ce que ça va donner. On a aussi sur les iPhone Pro la taille des écrans qui vont venir changer. Sur le 15 Pro, on était en 6,1 pouces. On passe en 6,3 pouces sur le modèle 16 Pro. Et pour le modèle Max, on passe de 6,7 à 6,9. Les boîtiers des iPhones vont venir légèrement augmenter, mais pas de façon très notable. On va surtout venir amincir encore les bords, ce qui avait déjà été le cas l'année dernière. Et de ce que j'ai pu voir sur des vidéos des iPhone 16 à Cupertino, ça a l'air d'être quand même assez joli. Et on se retrouve vraiment avec un écran carrément bord à bord, très immersif, donc ça c'est super cool. La vidéo va être longue, donc je vais pas étaler toutes les nouveautés qu'on a pu avoir, mais Dieu merci, et vous me croyez qu'il y a un putain d'écureuil. L'une des plus grosses nouveautés pour moi sur ces iPhones, c'est l'augmentation de la batterie. On n'y pense pas forcément, c'est pas les nouveautés clairement les plus sexy auxquelles on peut s'attendre, mais pourtant c'est quand même une nouveauté qui est bien là. Nouvelle architecture en L, augmentation des milliampères-heure. Bon, les chiffres c'est bien beau, on testera ça en vrai. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça, mais visiblement Apple a mis le paquet sur le modèle Pro Max. Ce qui les dérangeait peut-être, c'était que c'était certainement le modèle Plus les 2 dernières années qui avait la meilleure autonomie. Après, pour filmer en 4K 120 fps, clairement ça va pomper de la batterie, ça va être très énergivore, donc je pense que aussi cette augmentation de la taille de la batterie était nécessaire.
Voilà, j'ai été quand même assez content des nouveautés qui ont été apportées, un peu déçu au niveau des Apple Watch, carrément déçu au niveau du casque. Après au niveau des iPhones, on est sur quelque chose de cohérent, quelque chose qui va dans la lignée de ce que Apple fait depuis 2 ou 3 ans. Rien de transcendant, je pense que les nouveautés au fur et à mesure des années seront de plus en plus réservées. Mais cette année au niveau du software et de la façon dont fonctionne iOS, on a certainement les plus grosses nouveautés jamais eues. Donc si certains sont un petit peu déçus au niveau du hardware, ne le soyez pas trop pour le software, parce qu'on va quand même revoir beaucoup notre façon d'utiliser notre iPhone avec Apple Intelligence. J'en reparlerai en détail lorsque j'aurai Apple Intelligence entre les mains. Je vous invite à vous abonner, à mettre un commentaire sous cette vidéo et puis n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir pour le référencement. C'était Joshua, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!